Ton invitation, vous m'entendez bien? Il faut que je prenne le micro. Merci pour ton invitation, merci pour... Tu veux se laisser comme ça, tu peux te balader. Merci pour... Voilà. Merci pour ton invitation, merci pour la création du collectif. Je pense qu'effectivement, ce sont des sujets qui aujourd'hui sont débattus de plus en plus partout dans le monde. C'est vrai en Europe, mais c'est vrai aussi en Asie, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans toute cette zone. Donc merci pour la création du collectif. Si tu as signalé que c'était peut-être quelquefois un peu difficile de débattre de ces sujets au Luxembourg, c'est peut-être pour ça qu'on fait appel à des étrangers pour pouvoir lancer le débat. Ça permet peut-être d'être un petit peu plus libre de ces propos. Donc ce que je vais essayer de vous présenter ce soir, c'est pourquoi est-ce que ces sujets sont devenus l'un des sujets prioritaires du G20, qu'est-ce que le G20 essaye de faire, et donc l'Union européenne qui s'inscrit bien sûr dans cette démarche essaye de faire dans ce cadre, et pourquoi c'est vraiment un sujet extrêmement important lorsqu'on veut faire vivre des démocraties. Alors, d'abord un état des lieux. Pourquoi est-ce qu'on se préoccupe de ces sujets? Du côté des particuliers et du côté des entreprises. Du côté des particuliers, vous avez donc le Tax Justice Network, je dirais la maison mère du collectif luxembourgeois, qui nous dit qu'il y aurait 26 000 milliards, l'équivalent de 26 000 milliards de dollars qui seraient dissimulés dans les paradis fiscaux, concentrés dans 0,14% de la population mondiale. Donc ça fait beaucoup d'argent. Gabriel Zucman, qui est un chercheur français, lui nous dit que c'est l'équivalent en gros de 8% de la richesse financière des ménages. Si vous refaites les calculs avec Zucman, vous apercevez que lui dit que en gros il y a entre 10 et 12 000 milliards, donc 12 000 milliards d'un 10-12 d'un côté, 26 000 de l'autre. Bien évidemment, on est dans des territoires et des pratiques totalement opaques. Il n'y a pas de chiffre officiel où on puisse aller, il n'y a pas de thermomètre officiel où on puisse aller mesurer ça. Tout ce qu'on sait, le constat qui est partagé, c'est que c'est beaucoup d'argent. Et donc, ça vaut la peine de faire quelque chose. On se dit généralement que les paradis fiscaux sont des territoires qui attirent des personnes avec des très très hauts revenus, des milliardaires, des multimilliardaires. Bien, lorsqu'on a beaucoup d'affaires qui sortent aux États-Unis, au Royaume-Uni ou le SwissLeaks par exemple, et qu'on s'aperçoit quelles sont les personnes concernées, eh bien oui, il y a des personnes très très riches, mais pas seulement. On s'est aperçu qu'avec le SwissLeaks par exemple, il y avait des patrons de PME, des cadres supérieurs de multinationales, des petits commerçants, des professions libérales, des consultants et même quelques évêques qui ont cru trouver le paradis beaucoup plus rapidement que dans la méditation. Ça, c'est ce qui concerne les particuliers, mais il y a aussi les entreprises. Là, je vous présente le stock des investissements directs à l'étranger de toutes les multinationales américaines. Donc, année après année, les grandes multinationales américaines vont investir à l'étranger. Et lorsque vous regardez historiquement où se trouvent ces investissements, vous apercevez que le premier pays, c'est les Pays-Bas. Le deuxième, le Royaume-Uni. Le Luxembourg est très bien placé, donc, puisque c'est le troisième pays d'accueil du stock d'investissement à l'étranger des multinationales américaines. Donc, on se dit que les Pays-Bas, le Luxembourg, sont des puissances industrielle tellement forte et impressionnante que quand vous prenez les plus grandes multinationales du monde entier, elles sont obligées de venir s'installer dans ce pays. Et ce serait une image un petit peu déformée puisque on peut regarder aussi ce qui se passe du côté européen. Et alors là on s'aperçoit vraiment que le Luxembourg est une puissance économique et industrielle totalement sous-estimée. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque vous prenez l'ensemble des flux, cette fois non plus le stock historiquement, mais le flux donc sur une année, en 2013, d'investissement direct à l'étranger de l'ensemble de l'Union européenne vers le reste du monde. Eh bien, les plus grandes multinationales européennes, comme vous le savez toutes, et vous allez pouvoir me citer les noms, elles sont luxembourgeoises, puisque 55% de l'ensemble des investissements dans le monde des multinationales européennes sont originaires du Luxembourg. Le deuxième pays, c'est l'Allemagne avec 8,7%. Il n'y a pas photo. Il y a vraiment un grand pays. Et à l'inverse, quand l'ensemble des grandes multinationales du monde entier veulent investir en Europe, elles vont dans la plus grande puissance industrielle européenne, qui est bien évidemment le Luxembourg, encore une fois, puisque 33% des investissements des multinationales du monde entier vont au Luxembourg et le deuxième pays d'accueil est la Belgique avec seulement 5%. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette géographie. Est-ce que l'ensemble des multinationales du monde entier ne vont pas mettre un tiers de leurs investissements au Luxembourg? Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette géographie. Cette géographie, elle est tronquée. On va bien sûr
On va bien sûr y revenir. Ce que nous dit la CNUSED, donc cette grande institution internationale, c'est que quand on regarde très précisément ces flux d'investissement étrangers reçus par le Luxembourg ou qui partent du Luxembourg vers le reste du monde, eh bien on nous dit que 8% des investissements à l'étranger et 5% de ceux qui sont reçus correspondent vraiment à de l'activité réelle de multinationales. Donc le reste correspond à des transferts de fonds artificiels qui permettent de faire ce que font tout ce qu'on appelle les pays où s'est développé de la finance offshore, c'est-à-dire la possibilité de découpler l'endroit où une transaction économique, c'est-à-dire toucher un revenu, faire des profits, enregistrer un investissement, etc., est réalisée, et l'endroit où elle est effectivement enregistrée et donc contrôlée et taxée. Et c'est ça que font les territoires qu'on appelle les territoires qui présentent de la finance offshore, c'est permettre ce découplage artificiel entre le lieu où une transaction économique est réalisée et le lieu où elle est enregistrée, où les droits de propriété sont enregistrés. On a vu les particuliers, on a vu les multinationales, on peut voir les banques aussi. Alors il y a un travail qui a été fait par ce qu'on appelle le Conseil des prélèvements obligatoires en France, c'est une émanation de notre Cour des comptes. La Cour des comptes, c'est ce qui surveille que les dépenses publiques sont bien faites. Le Conseil des prélèvements obligatoires, lui, regarde plutôt les recettes fiscales en France. Et là, il y a eu un travail qui a été fait il y a 2-3 ans par des économistes et qui ont essayé de mesurer pour les 3 principales banques françaises, combien elles avaient de filiales dans les paradis fiscaux. Et puis, on peut avoir une filiale qui a une filiale, et une filiale de filiale de filiale, comme ça jusqu'au rang 10, d'accord? Et lorsqu'on fait ça, eh bien, on s'aperçoit qu'en France, BNP Paribas la banque française qui a largement le plus de filiales situées et de filiales de filiales de filiales, donc jusqu'au rang 10 dans les paradis fiscaux, suivi par le Crédit Agricole, suivi par la Société Générale. Vous apercevez d'une particularité qui est la ligne île Caïmans, où vous voyez que 2 banques ont 2 filiales déclarées, alors que la BNP en a 24. Donc j'ai souvent parlé avec les gens de la BNP, à chaque fois les banquiers me disent, vous savez que les îles Caïmans sont le lieu où, si vous voulez organiser du financement à long terme de bateaux ou d'avions, eh bien vous avez les meilleurs techniciens, vous avez les meilleurs spécialistes, vous avez les meilleurs logiciels. Je pense que c'est vrai, honnêtement, il doit y avoir une activité spécifique, une niche là qui est développée par les îles Caïmans, mais autant je comprends qu'on puisse avoir 2 filiales pour traiter de tout ça, autant 24, ça me paraît beaucoup. Donc retenez bien ce chiffre parce que je vais y revenir tout à l'heure. Vous savez que dans le cadre de l'Union européenne, depuis l'année dernière, on est déjà en 2016, depuis l'année dernière, l'ensemble des banques, des grandes banques européennes, doivent donner dans chaque pays d'implantation où elles sont implantées, dans chaque pays d'implantation où elles sont présentes, le chiffre d'affaires qu'elles réalisent, le nombre de personnes qu'elles emploient, les profits qu'elles réalisent et les impôts qu'elles payent. Donc ce travail a été fait, cette documentation est disponible, elle est cachée dans les sites, elle est en PDF, il n'y a pas de tableau Excel, donc si on veut vraiment avoir une idée de ce qui se passe, il faut tout ressaisir. Ce travail est en cours puisque les statistiques, on les a eues à peu près vers l'été dernier. Ce travail, il y a eu les vacances, donc ce travail de compilation, il est en cours pour avoir vraiment une idée, savoir si les banques participent à ce transfert artificiel de profit ou de revenus dont je parlais tout à l'heure. Par contre, l'année précédente, c'est-à-dire 2014, les banques devaient déjà donner les 2 premiers indicateurs, le chiffre d'affaires et le nombre de personnes employées. Tout bêtement, moi, journaliste de base, j'ai 2 variables, j'ai ramené l'une à l'autre, c'est-à-dire le chiffre d'affaires par employé. Donc, pour chacune des grandes banques françaises pour laquelle on avait l'information, j'ai ramené le chiffre d'affaires au nombre d'employés, ça me fait un chiffre d'affaires moyen, d'accord, et pour chaque banque, et puis après, pour chacun des territoires, je regarde où se situent les territoires par rapport à cette moyenne. Alors, regardez par exemple, pour BNP Paribas, eh bien, en Irlande, le chiffre d'affaires moyen par employé est en gros 3,5 fois supérieur à la moyenne de ce qu'on peut trouver pour BNP Paribas. Quand vous passez à BPCE, qui est une banque coopérative, on est à 11 fois, et Natixis, qui est la branche financière de BPCE, c'est 8 fois. Donc, soit l'Irlandais est d'une productivité absolument exceptionnelle, soit il se passe un petit peu autre chose. Et vous voyez que ce qui ressort au niveau de ces 2 premiers indicateurs pour les banques françaises, c'est surtout l'Irlande. On parle souvent des paradis fiscaux comme des lieux
par définition ou qui peuvent éventuellement poser des problèmes de fiscalité, mais leur rôle dans l'instabilité financière internationale, je pense, est complètement sous-estimé. Je vais essayer de vous le montrer rapidement. Je ne dis pas que les paradis fiscaux ont provoqué la crise des subprimes, néanmoins ils ont été un acteur extrêmement important, ils ont été des relais extrêmement forts de tous les épisodes de la crise des subprimes et de la crise de la zone euro qui a suivi ensuite. Je vais essayer de vous le montrer. Si vous prenez le début officiel de la crise qui est le mois d'août 2007, au moment où BNP Paribas, une banque française, ferme très rapidement 3 fonds d'investissement parce que ce sont des fonds pour lesquels elle avait reçu de l'argent, qu'elle a placé, la valeur de ses placements est inférieure au montant d'argent qu'elle a reçu. Donc elle est obligée de fermer 3 fonds extrêmement importants, dont plus d'investissement et Parvest, un fonds enregistré au Luxembourg. Vous avez également la Cour des comptes américaine qui, dès l'été 2008, publie un rapport en disant, vous savez, l'essentiel des produits financiers toxiques qui sont dans les comptes des banques américaines, en fait, sont enregistrés pour l'essentiel aux îles Caïmans. Nous voilà avec les îles Caïmans. Lorsque vous prenez la première banque qui fait quasiment faillite dès l'automne 2007, au moment de la crise des subprimes, c'est une banque britannique, une banque de crédit immobilier qui s'appelle Northern Rock. Vous regardez les comptes de Northern Rock à Londres, vous ne voyez rien du tout. Il faut se plonger dans les comptes de sa filiale Granite, qui est enregistrée comme association caritative sur l'île de Jersey, pour s'apercevoir que l'essentiel du fonctionnement de Northern Rock fonctionne avec un endettement de court terme explosif. Et donc un endettement de très court terme à une semaine, empruntant de l'argent aux autres banques notamment. Et lorsque la crise des subprimes démarre à l'été 2007, les banques commencent à perdre confiance dans les autres banques en se disant on ne sait jamais, et si Northern Rock avait accumulé plein de crédits qui ne puissent pas me rembourser, je vais arrêter de lui prêter de l'argent à court terme. Et comme la banque dépend extrêmement fortement de crédits à court terme, elle va se retrouver quasiment en devant exploser et en devant être en partie nationalisée. Dès le printemps 2008, vous avez la banque d'affaires américaine Bear Stearns. Elle, c'est pareil, vous regardez les comptes à New York, vous ne voyez pas grand-chose. Il faut se plonger spécifiquement dans les comptes de ces filiales de fonds spéculatifs qui sont établies pour partie aux îles Caïmans, pour partie en Irlande, pour s'apercevoir que ces filiales de fonds spéculatifs ont pris des paris extraordinaires. Ils ont perdu beaucoup d'argent et perdu un montant d'argent tel que c'est supérieur au capital de la banque, donc Bear Stearns est en faillite. Et à ce moment-là, vous avez Pierre Steinbrück, qui était le ministre des Finances allemand, qui dit ça, c'est le capitalisme anglo-saxon, c'est le capitalisme anglo-saxon, c'est pas chez nous que ça arriverait. Et paf, à peine il a dit ça que 15 jours après, il y a Hippo Real Estate, qui est aussi une banque qui ressemble un petit peu à Northern Rock, à qui il arrive la même chose que Bear Stearns. Vous regardez ses comptes en Allemagne, vous ne voyez pas grand-chose. Il faut se plonger dans les comptes de sa filiale, de ses filiales de fonds spéculatifs pour enregistrer, là encore, à Dublin, en Irlande, pour vous apercevoir que ces fonds ont pris des paris absolument insensés et ont mangé tout le capital de la banque. Étape suivante. L'Islande, avec les filiales établies des 2 grandes banques islandaises établies à Guernesey et à l'île de Man, qui vont participer à la faillite du système bancaire irlandais, qui vont créer un grand différend d'ailleurs diplomatique entre le Royaume-Uni et l'Islande, puisqu'il y a beaucoup de clients qui vont être établis au Royaume-Uni. Pour rappel, le scandale Madoff, quand même, les rabatteurs de Madoff, ceux qui lui ramenaient des clients, se situaient en grande majorité en Suisse, au Luxembourg et aux îles Vierges britanniques. Et même si on passe à la partie suivante de la crise, c'est-à-dire une fois que c'est passé des banques à la zone euro, pour qu'il y ait des investisseurs qui vendent les titres de dette publique de la zone euro et qui secouent un peu les marchés de dette publique de la zone euro, il faut qu'il y ait des gens pour qu'il y ait des gens qui vendent, il faut qu'il y ait des gens qui détiennent ces titres de la dette publique. Et si vous regardez ce petit travail qui a été fait par exemple sur la dette publique française, qui sont les détenteurs, où sont les acheteurs de la dette publique française lorsqu'elle est émise? Et bien ce travail réalisé par Natixis, dont on parlait tout à l'heure, montre que les 3 pays principaux où se situent les investisseurs qui achètent la dette publique française sont le Luxembourg, les îles Caïmans et le Royaume-Uni. Ce qui me laisse supposer que, vous savez, en France, lorsqu'on demande au ministère de Finances qui détient la dette française, ils disent en gros 1 tiers par des Français,
un tiers par des Européens non français et un tiers par des non-européens. Je pense qu'une partie des Français passe par le Luxembourg pour pouvoir avoir ces obligations et ne pas payer d'impôts sur les taux d'intérêt, sur les intérêts qui touchent sur ces obligations. Donc, je pense que la part des Français est un peu supérieure. Généralement, par les îles Caïmans, ce sont les investisseurs américains. Et puis par le Royaume-Uni, c'est généralement la Banque centrale de Chine et les pays exportateurs de pétrole qui viennent acheter de la dette publique française et plus généralement européenne. Donc on voit bien depuis le début que aussi bien du côté des particuliers que du côté des entreprises, des grandes multinationales, que du côté des banques, la géographie de la mondialisation qu'on nous propose, que nous proposent les statistiques officielles, n'est pas la bonne géographie parce qu'il y a des transferts artificiels de droits de propriété sur un profit, sur un revenu, sur un héritage, etc., qui ne correspondent pas à la géographie réelle. Pire que ça, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas cibler le Luxembourg, je vais cibler les îles Caïmans. Ça, vous avez sur ce graphique des statistiques tout à fait officielles qui est en bleu les placements à l'étranger qui sortent des îles Caïmans et pour l'autre couleur, pour la couleur orangée, l'ensemble de l'épargne du monde entier qui vient se placer aux îles Caïmans. Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Il démarre en mars 2000. Donc on voit bien que sur toute la période de spéculation aux États-Unis, de la crise des subprimes, ou même au niveau mondial, ça monte pas mal. Et puis au moment où il y a un pic de spéculation, c'est-à-dire entre 2004 et 2007, vraiment la pente de la courbe est encore plus forte. S'il n'y avait que ça, si l'argent qui circulait aux îles Caïmans ne correspondait qu'à des mécanismes, comme nous a dit, rappelez-vous tout à l'heure la Cour des comptes américaine, juste à un enregistrement de produits financiers toxiques liés à la crise des subprimes jusqu'en 2007-2008, alors une fois qu'on a la faillite de Lehman Brothers et qu'il y a un retournement, on aurait dû avoir une plongée. Si vous faites le même graphique pour le Luxembourg, vous apercevez qu'après 2008, les courbes d'entrée-sortie plongent complètement. Là, vous voyez, aux îles Caïmans, ça descend un petit peu et puis finalement ça finit par se maintenir et puis même ça commence à remonter et le plongeon il se fait beaucoup plus tard, il se fait à l'été 2011. Donc vous vous dites mais pourquoi donc? Qu'est-ce qui s'est passé d'important au niveau de la finance internationale à l'été 2011 qui ferait que peu de choses ont changé après la faillite de Lehman Brothers, mais par contre il y a un vrai effondrement, un vrai début d'effondrement de l'activité à partir de l'été 2011. Moi je trouve qu'une seule chose vraiment d'importance, c'est au moment où l'Union européenne n'arrive pas à gérer la crise grecque et que les investisseurs américains commencent à se dire si les Européens n'arrivent pas à gérer les problèmes de dette publique grecque, comme les grandes banques européennes détiennent toutes beaucoup de titres publics, de titres de dette publique, si les États n'arrivent pas à rembourser, les problèmes vont passer des États aux banques qui détiennent ces titres de dette publique, parce que si elles ne sont pas remboursées et que la Grèce, et qu'après la Grèce, le Portugal et l'Espagne et l'Italie et l'Irlande font faillite, et les banques vont avoir sacrément de problèmes. Donc nous, investisseurs américains, de court terme, donc on rentre dans ce qu'on appelle le shadow banking américain, c'est-à-dire des acteurs financiers qui recueillent de l'épargne et décident de la prêter au mieux dans le monde pour valoriser cette épargne et en tirer beaucoup de rendement. Et bien, quand on prête à court terme aux banques européennes en général, aux banques françaises en particulier, on peut arriver à avoir beaucoup de rendement. Et donc la question que je me pose en faisant un petit zoom sur la fin de la courbe, donc là je vous ai remis en bleu les prêts internationaux qui sortent des Caïmans, les dépôts internationaux qui vont aux îles Caïmans, et en bas vous avez les prêts aux banques européennes des prêteurs américains de court terme qui appartiennent au shadow banking. Vous apercevez qu'évidemment, comme c'est en niveau, ça n'explique pas tout, mais les pentes de courbe sont vraiment absolument identiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grandes banques européennes, en particulier les grandes banques françaises, se financent auprès du shadow banking américain par les îles Caïmans, de manière totalement opaque. Je reconnais que ce n'est pas une démonstration, que c'est plutôt une intuition que je vous livre là. Corrélation ne vaut pas causalité, en tout cas c'est assez troublant. Mais si mon intuition est juste, ça veut dire qu'il y a quand même au cœur du réacteur du financement des banques européennes, au cœur du réacteur des banques françaises, des comportements de financement complètement opaques. Là on est vraiment au cœur du financement de court terme des banques européennes et des banques françaises. Et là on a un vrai problème de contrôle de la part des régulateurs
de cette opacité. Et donc, ça veut dire que les paradis fiscaux sont aussi un obstacle à une bonne régulation financière. Et malheureusement, ça c'est un point qui est complètement oublié aujourd'hui dans les débats internationaux qui visent à mieux réguler les paradis fiscaux. On sait que le G20 a commencé à avoir un petit peu peur. Là, vous avez Pascal Saint-Amand, qui est le responsable pour l'OCDE, qui dit quoi il y a tous ces problèmes posés par les paradis fiscaux, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc d'abord, on s'attaque aux particuliers. Au début, l'OCDE nous dit il faut qu'on développe l'échange d'informations fiscales à la demande. Vous êtes un contribuable français, le fisc français a des doutes sur le fait que vous ayez échappé à l'impôt ou pas, alors il faut constituer un dossier, il faut repérer votre nom, votre adresse, à quel impôt vous avez échappé, quelle est la banque de pays étrangers que vous avez utilisée, éventuellement quel est le numéro de compte. Bref, il faut savoir constituer un dossier, pratiquement avoir déjà le résultat que vous devez transmettre au Luxembourg, à la Suisse, à qui vous voulez, aux îles Caïmans, à Jersey, et attendre que l'information revienne. Bref, tout ça ne fonctionne pas et finalement, en juin 2012, l'OCDE décide de promouvoir l'échange automatique d'informations fiscales. Vous êtes un Français, vous allez ouvrir un compte en Suisse ou réaliser n'importe quel type de transaction en Suisse ou ailleurs, dans n'importe quel pays, dans l'année dans les mois qui vont suivre. Le fisc français sera informé du fait que vous avez ouvert un compte, vous avez acheté des actions, des obligations, ce que vous voulez, etc. Donc, ça réduit bien évidemment l'intérêt d'aller ouvrir un compte suisse anonyme, puisqu'il ne restera pas anonyme par l'échange automatique d'informations fiscales. Vous avez l'information qui revient à votre pays d'origine. L'horizon, il est 2017-2018. Luxembourg s'est engagé pour 2017, la Suisse 2018. Tous les grands centres financiers internationaux se sont engagés à participer à ce standard d'échange automatique d'informations fiscales. Alors, ce standard, il permet bien évidemment de porter un coup au secret bancaire. Si, encore une fois, ça ne sert à rien d'aller ouvrir un compte à l'étranger si le fisc de votre pays d'origine est informé de ce que vous avez fait. Par contre, le secret bancaire n'est pas le seul outil à disposition pour dissimuler vos revenus. Vous pouvez aussi utiliser les trusts, utiliser plutôt du côté des pays anglo-saxons, donc des instruments juridiques qui vous permettent de gérer de l'argent sans savoir qui vraiment a apporté l'argent, d'où vient l'argent et qui en bénéficie vraiment. Donc là, on se tourne plutôt du côté des Britanniques, puisque l'essentiel des territoires qui proposent ce genre de produits sont très liés à la couronne britannique, voire sont installés carrément au Royaume-Uni. Là, Gordon Brown précédemment, puis David Cameron, le Premier ministre britannique, ont demandé aux îles anglo-normandes, ont demandé aux îles Caïmans, aux Bermudes, etc., d'établir des registres publics de l'ensemble des sociétés qui sont enregistrées sur leur territoire, y compris les trusts. Ça passe pas vraiment très bien. Lundi ou mardi, l'île de Man a dit allez vous faire voir, on fera jamais ça. Les Bermudes avaient dit nous non plus on le fera pas, ça va tuer notre business si on donne les noms de nos clients. Donc il y a une bataille politique qui est engagée au sein, je dirais, de l'ancien empire britannique pour savoir jusqu'où on va pouvoir remettre en cause le secret à des fins fiscales qui passe par les trusts. Vous avez une interrogation pour savoir qui va recevoir quel type d'information. Pourquoi? Parce que vous avez par exemple le petit pays de Saint-Kitts aujourd'hui, si vous avez 250 000 $ à placer dans l'industrie sucrière de Saint-Kitts, qui vous propose un certificat de nationalité de Saint-Kitts. D'accord? Donc si vous avez 250 000 $, bon, pour une personne de revenu très très aisée, 250 000 $ c'est facile à trouver, vous vous retrouvez résident de Saint-Kitts, vous arrivez en Suisse, vous ouvrez un compte bancaire en Suisse, on vous dit attention, je dois prévenir votre fisc d'origine, d'où venez-vous? Ben, ouais, je viens de Saint-Kitts. Donc vous donnez votre certificat d'origine de Saint-Kitts, donc le fisc suisse, les banques suisses vont donner l'info au fisc suisse qui va l'envoyer au fisc de Saint-Kitts qui va prendre l'information et va la mettre directement à la poubelle. Du coup, vous pouvez complètement échapper à l'échange automatique d'informations fiscales. Bon, si vous avez un Français un peu riche, un Allemand riche qui tout d'un coup, qui payait ses impôts en France et que tout d'un coup il devient résident de Saint-Kitts, à mon avis le fisc français va avoir un petit peu la puce à l'oreille, ça va peut-être marcher un an mais on va vite aller regarder ce qu'il fait, donc c'est pas aussi simple que ça. Mais vous avez des territoires qui vont essayer de se spécialiser dans la fourniture de certificats de résidence pour permettre d'échapper à l'échange automatique d'informations fiscales.
Petit problème quand même, c'est que les États-Unis ont dit « Ah, nous, on prend toutes les infos du monde, mais on ne donnera rien ». Bon, il y a quand même quelques territoires américains. En tout cas, on ne donnera rien maintenant. On finira par donner un jour. Un jour quand? On n'en sait rien. Ça pose quand même un petit problème. Vous avez quand même des États comme le Delaware et d'autres qui fonctionnent complètement comme des paradis fiscaux. Il faudra qu'à un moment donné, les États-Unis nous donnent l'information. Et là, de ce point de vue, l'Union européenne devrait agir au niveau international et faire pression sur les États-Unis et tous les pays européens ensemble pour dire on veut bien changer les règles du jeu, mais vous aussi, vous changez les règles du jeu, et vous, Américains, vous ne devez pas nous dire qu'un jour vous donnerez l'information ou que de temps en temps, avec des accords bilatéraux, vous donnerez un tel et pas un tel. Il faut que vous donniez l'information, que vous engagiez à la réciprocité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que qu'on croit ou qu'on ne croit pas au fait que cette évolution va être mise en œuvre concrètement, eh bien, il y a une clause de revoyure qui est prévue en 2020. On fera le bilan de cet échange automatique d'informations fiscales. Est-ce qu'il a été mis en œuvre dans les pays? Dans les pays où il a été mis en œuvre, est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il y a vraiment plus d'informations? Est-ce qu'on a récupéré de la base fiscale qui s'en allait avant de la part des particuliers ou pas? Il y aura un bilan qui sera fait et en fonction des trous qu'on trouvera dans la raquette ou pas, eh bien, il y aura la possibilité d'amender ce processus. Ça, c'est vraiment important, le fait que ce ne soit pas seulement une politique dont on dit allez, vous mettez ça en œuvre et puis on passe à autre chose. Non, vous mettez ça en œuvre, on surveille que vous mettez ça en œuvre et puis on se retrouve tous en 2020 et puis on verra ce qu'on doit adapter. Alors, pour les entreprises, Mike l'a rappelé, donc il y a le projet Base Erosion and Profit Shifting, érosion des bases fiscales et transfert des profits. Dans le langage de l'OCDE, ça devient le projet BEPS. Alors, BEPS, il y a vraiment des avancées. Une des avancées, c'est mettre en place une comptabilité pays par pays. Donc ce qu'on a déjà pour les banques au niveau européen, l'idée c'est pour toutes les entreprises mondiales dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros, ça veut dire à peu près 10% seulement, 10-15% des grandes entreprises mondiales, c'est-à-dire qu'il y en a 85 et 90 qui vont échapper à ça, mais ces 10-15% des entreprises mondiales concernées sont les plus grosses, sont celles qui ont le plus recours à l'optimisation fiscale agressive. Donc ça nous intéresse quand même. L'idée c'est de leur dire, vous allez nous donner pour chaque pays d'implantation d'abord la liste de toutes vos filiales, le chiffre d'affaires réalisé, le nombre de personnes employées, les profits réalisés, les impôts payés, le montant des actifs que vous détenez et puis 2 ou 3 autres informations comme ça. Donc ce sont les administrations fiscales qui vont recevoir cette information. Quand on a cette information, pays par pays, on peut s'apercevoir si telle multinationale fait des profits dans un pays et paye des impôts dans un autre. Si elle a un gros chiffre d'affaires dans un pays, des petits profits dans ce pays, et puis des gros profits dans un pays où il n'y a pratiquement pas de monde et pas de chiffre d'affaires. Donc cette capacité de l'offshore à découpler le lieu où une transaction économique a vraiment lieu et le lieu où elle est enregistrée, donc contrôlée et taxée, avec ça, les administrations fiscales peuvent commencer à avoir une meilleure idée de ces pratiques de la part des multinationales. Moi, je pense que les administrations fiscales aient l'information, c'est bien, mais que les actionnaires de ces multinationales, que les salariés, que les journalistes, que la société civile, que tout le monde puisse avoir cette information, ce serait encore mieux. Malheureusement, pour l'instant, le G20 ne prévoit que la confidentialité. Alors, après, sur la mise en œuvre, chaque pays est libre, je dirais. Et on a eu, nous, en France, à la fin de l'an dernier, au Parlement français, un premier vote à la rentrée, aux alentours de septembre, si je me souviens bien, entre juin et septembre, où il y a la commission des finances de l'Assemblée qui a dit ce serait bien que cette info elle soit publique. Donc il y a eu un premier vote à l'Assemblée. Alors en France ça passe à l'Assemblée, puis au Sénat qui a annulé, puis ça revient à l'Assemblée. Au moment où ça revient à l'Assemblée au mois de décembre, il y a encore un vote. Et là il y a un nombre suffisant de députés présents qui disent ce serait bien que cette information soit publique. Et donc le vote passe et c'est positif. Et là, vous commencez à avoir à 1h du matin sur Twitter plein d'ONG qui disent ça y est, la France est la première, on passe à la comptabilité par pays qui est rendue publique. Là, le ministre du budget français dit c'est pas possible, demande une suspension de séance, une deuxième délibération, il va réveiller tous ses copains qui sont contre et on refait un vote, le vote est négatif et du coup le truc est complètement planté. Oui, la France
l'administration fiscale pourra bénéficier de l'information, mais pas le grand public, ce sera pas public. Il y a eu vraiment un déni quelque part de démocratie, puisque dans le débat parlementaire qui avait lieu, il y a bien eu ça, la France étant l'argument du ministre du budget français étant de dire la France ne peut pas faire ça tout seul, parce que si on donne cette information publiquement et que les autres multinationales ne la donnent pas, on va donner des secrets de stratégie des grandes multinationales françaises alors que les autres ne les donnent pas, ça ne va pas du tout. Moi je peux vous dire qu'avant d'être journaliste, j'ai travaillé 5 ans dans une grande multinationale, on avait une équipe dédiée de 5-6 personnes qui surveillaient en permanence ce que faisaient les concurrents. On savait très bien qui développait du chiffre d'affaires dans quel pays par rapport à nous, et on n'a pas besoin d'attendre la comptabilité par pays pour savoir qui payait des impôts, qui n'en payait pas, qui avait quel business dans quel pays. Donc ça, je pense que cet argument, il ne tient pas, c'est juste un argument du patronat français qui a permis malheureusement de bloquer cette avancée. Du côté des autres avancées de BEPS, il y a les fameuses cash box, c'est-à-dire des montages financiers et fiscaux qui permettent notamment aux grandes multinationales américaines mais européennes aussi de dissimuler une partie de leur imposition qui n'est pas rapatriée dans leur pays d'origine, dans les paradis fiscaux. On considère aux États-Unis que c'est plus de 2000 milliards. Du côté de l'OCDE, on dit avec ce qu'on a mis en place grâce à BEPS, vous avez déjà des conseillers fiscaux qui viennent expliquer aux multinationales américaines comment fermer ces cash box. Bon, moi je veux bien que l'OCDE ait raison. De toute façon, j'attends quelques mois, j'attends la fin de l'année et puis j'irai revoir les chiffres qui sont calculés de près par les spécialistes et puis j'irai voir si c'est moins de 2000 milliards ou si c'est plus, si ça a bougé ou pas. Donc l'OCDE me dit, grâce à ce qu'on a fait, ça a bien avancé. Attendons quelques mois, on verra s'ils ont raison. Parmi les autres avancées, il y a la transparence donc des fameux rulings, ces accords fiscaux entre multinationales et États. Pour l'Union européenne, c'est prévu pour 2017, là encore une forme d'échange automatique de certains rulings à dimension internationale, etc., qui devrait permettre de là encore rendre beaucoup moins attractif pour une multinationale le fait d'aller chercher un État, Luxembourg ou ailleurs, pour essayer de signer ce type d'accords fiscaux plutôt opaques. Ce qui est intéressant aussi du côté de l'OCDE avec BEPS, c'est qu'en octobre dernier, pour la première fois, ils nous ont donné une estimation de l'impôt sur les sociétés qui échapperait au paiement, enfin du montant qui serait échappé de l'impôt sur les sociétés grâce à ces pratiques d'optimisation fiscale agressive des multinationales. Donc dans le document officiel, on vous dit que c'est entre 4 et 10% de l'impôt sur les sociétés mondiales qui échappe. Moi j'avais eu des infos l'été auparavant où l'OCDE avait fait tourner les modèles et on était plutôt tombé les modèles tombaient plutôt sur 25%. Et en fait, Pascal Saint-Amand, vous avez vu la photo tout à l'heure, quand il a présenté publiquement le résultat de BEPS, il a dit oui, alors on est tombé sur 4-10, mais en fait, quand on a fait tourner les modèles, on est tombé sur un peu plus haut, mais il a fallu qu'on fasse attention, donc on a décidé de prendre plutôt une fourchette basse. Donc ça veut dire qu'en fait, je pense qu'il y a une estimation officielle qui est celle qui est sortie, qui est 4-10, et une estimation officieuse au sein de l'OCDE, en tout cas de certains experts de l'OCDE, qui pensent qu'en gros, un quart de l'impôt sur les sociétés n'est pas payé du fait des pratiques d'optimisation fiscale agressive des multinationales. Tout ça, c'était les bonnes nouvelles, c'est ce qui va bien, ce qui est plutôt intéressant dans BEPS. Ce qui est moins intéressant, c'est quand même qu'il y a des choses qui manquent, notamment sur ce qu'on appelle les fameuses patent box, les boîtes à brevets, c'est-à-dire des sortes de niches fiscales à dimension internationale qui visent à dire aux multinationales, écoutez, si les brevets que vous détenez, vous venez les enregistrer chez nous, et bien tout ce que vous allez toucher comme revenu lié à ces brevets, et bien on vous propose une fiscalisation un peu moindre. Le Royaume-Uni en a ouvert une on est en 2016, donc en 2014. Le Luxembourg en a, la France en a une aussi. Il y a plein de pays qui proposent, l'Irlande en propose aussi une nouvelle récemment. Donc ça, l'OCDE nous dit pour l'instant on va laisser faire jusqu'en 2016 et puis on commencera à s'en occuper à partir de 2021, donc ce qui laisse quand même beaucoup de marge de manœuvre encore pour utiliser ce type d'outils. Et puis il y a quelque chose sur lequel les grands pays de l'OCDE n'ont pas réussi, et au-delà puisque ça concerne 80-90 pays, le projet BEPS, il y a une chose sur laquelle ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, c'est la chose suivante.
On sait aujourd'hui par exemple que si Google a un taux d'imposition aussi faible en France ou en Allemagne, c'est qu'une partie des profits sont transférés artificiellement en Irlande, de là ça passe aux Pays-Bas et des Pays-Bas ça passe aux Bermudes. Et pourquoi aux Bermudes? Parce qu'on pense on est à peu près sûr maintenant que la filiale située aux Bermudes de Google détient le droit d'utilisation de la marque Google, d'accord? Et donc fait payer aux autres filiales le droit d'utilisation de la marque Google. Et en faisant payer le droit d'utilisation de la marque Google, aspire les profits qui sont réalisés dans les autres filiales. Mettons que BEPS fonctionne bien, mettons que tout ce que l'OCDE, le G20 est en train de faire, mette un frein sérieux aux pratiques d'optimisation fiscale agressive des multinationales. Et donc la base fiscale, elle va revenir, puisqu'elle était partie artificiellement aux Bermudes, elle va revenir, mais elle va revenir où? Alors, les Français et les Allemands vont dire, attendez, Google, le moteur de recherche important dans nos pays, qui fait du chiffre d'affaires dans nos pays, donc comme le chiffre d'affaires est chez nous, la base fiscale doit revenir chez nous, c'est nous qui allons taxer. Et là, les Américains disent, vous plaisantez ou quoi? Google, qu'est-ce que c'est? C'est un algorithme très puissant. Et il sort d'où l'algorithme très puissant? Mais de la tête des ingénieurs américains. La valeur ajoutée de cette entreprise, elle est américaine. Si on récupère de la base fiscale, c'est aux États-Unis et c'est nous qui allons taxer. Donc, comment est-ce qu'on fait pour répartir cette base fiscale éventuelle qu'on va pouvoir récupérer? Il n'y a pas d'accord pour l'instant. Le G20 nous a dit, vous inquiétez pas, on sait qu'on n'a pas d'accord, on remet les négociations en route et on va trouver une solution courant 2016. On attend. Néanmoins, ce qui se passe, c'est que comme le G20 et le CDE n'ont pas décidé de remettre tout le système fiscal d'imposition des multinationales à plat, mais se sont dit le système fiscal ne fonctionne pas, on va essayer de boucher les trous, ça crée de nouvelles règles fiscales, de nouvelles interprétations de règles fiscales, de nouveaux comportements qui vont rajouter de la complexité et servir in fine le petit groupe de gens qui sont capables de s'y retrouver au niveau de la fiscalité internationale de beaucoup de pays et qui savent comment on peut passer de l'un à l'autre et comment on peut essayer d'interpréter la loi dans un sens ou dans l'autre. Malheureusement, les portes battantes, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire le fait de passer du public au privé, plus rarement du privé au public, fonctionne bien. Et donc, ça va encore renforcer le pouvoir de ce petit groupe d'experts internationaux situés dans tous les pays au niveau international qui vont encore être amenés à pouvoir travailler et vendre leurs services d'interprétation de la loi fiscale et des grands changements de loi fiscale qui sont en train d'être mis en œuvre par BEPS. Alors, aussi bien au niveau des particuliers que des multinationales, tout ça va dans le bon sens, mais on n'est vraiment qu'au début de la bataille. Pourquoi? Parce que déjà, si vous regardez l'ensemble, l'évolution du nombre de personnes employées par les administrations fiscales un petit peu partout dans le monde, avec tous les programmes d'austérité qui ont été mis en œuvre depuis plusieurs années, ça ne fait que baisser. Et donc, si vraiment l'échange automatique d'informations fiscales se met en place, si l'échange automatique sur les rollings se met en place, etc., ça veut dire qu'il y a beaucoup d'informations fiscales, beaucoup plus qu'hier, qui va arriver dans les différents fiscs des pays européens et partout dans le monde. Si, pour la France, par exemple, sur les 4-5 dernières années, vous avez une baisse du nombre de personnes qui travaillent au fisc français de 10%. Si vous êtes de moins en moins de gens pour traiter de plus en plus d'informations, ça va être difficile de vraiment traiter cette information. Donc là, il y a vraiment un trou dans la raquette qui est important. Deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas d'objectif de réduction des pertes fiscales qui est fixé en France. On dit par exemple, on estime, et c'est une estimation qui a été reprise par le ministère du Budget, qu'il y a entre 60 et 80 milliards d'euros qui échappent au fisc français tous les ans. En gros, 15% de nos recettes fiscales, c'est quand même loin d'être négligeable. Si vraiment BEPS et les transcriptions européennes de BEPS et les transcriptions nationales des transcriptions européennes fonctionnent, ça veut dire qu'on va récupérer combien sur ces 60 à 80 milliards? Sur les fameux 25% qui nous manquent d'impôt sur les sociétés, si BEPS fonctionne, on va récupérer combien à l'horizon 2020, combien à l'horizon 2025? Si on ne se fixe pas d'objectif, on va avoir du mal à mesurer vraiment l'efficacité de ce qui a été proposé. Il faut aussi, bien évidemment,
comprendre ce marché de produits d'optimisation fiscale agressive. Il y a des clients, il y a des multinationales, il y a des personnes à revenus aisés, il y a des États qui facilitent, mais entre les deux, il y a des professionnels du droit et du chiffre. Il y a des comptables, il y a des avocats, il y a des fiscalistes qui proposent leurs services et qui proposent l'interprétation. Il y a eu du côté d'Ernst & Young, ils se sont fait l'écho d'un sondage qui a eu lieu auprès de 250, 260 grands fiscalistes de multinationales. Un sondage qui a eu lieu à la fin de l'an dernier. Et là, vous avez la moitié de ces professionnels qui ont répondu qu'ils avaient subi une pression pour truquer les chiffres pour échapper à la fiscalité. 40% sont persuadés que leur hiérarchie se compose de manière non éthique et les 2 tiers sont persuadés que si des fois ils dénonçaient ce qu'ils voyaient, ils ne seraient pas du tout protégés par leur entreprise. Donc, quand on travaille dans le capitalisme contemporain d'aujourd'hui et qui est en place depuis le 19e siècle avec les sociétés par action, où si moi je veux monter mon entreprise, je peux demander à mes parents, à mes enfants, à mes proches, mais ça je ne vais pas aller très loin. Si je veux créer une énorme entreprise, il faut que je puisse faire appel à l'épargne publique, il faut que je puisse dire je lance des actions, vous ne me connaissez pas mais faites-moi confiance, j'ai des investisseurs et pour me faire confiance, il faut que je puisse rendre une image fidèle de mon entreprise et l'image fidèle de l'entreprise, c'est la comptabilité, elle doit être précise. Si ces chiffres-là, ce que nous dit le sondage, c'est qu'une bonne partie des comptes qui nous sont donnés ne représentent pas l'image fidèle des entreprises. Donc il y a un vrai problème et c'est vrai, d'autant plus vrai en matière fiscale, ce qui veut dire que s'attaquer vraiment aux paradis fiscaux, tant qu'on ne s'attaque pas à ces intermédiaires, à ces professionnels du droit et du chiffre, on a un problème. Autre problème, j'ai essayé de vous montrer en quoi la présence des banques dans les paradis fiscaux pouvait être un problème éventuellement fiscal, mais aussi d'instabilité financière. Et là, le G20 est complètement muet sur le sujet. Il n'y a absolument rien de rien. On essaye des choses sur les particuliers, on essaye des choses sur les multinationales, sur la finance et le rôle des paradis fiscaux dans la stabilité financière. Il n'y a rien du tout. Là, c'est vraiment un énorme trou. Je pense que pour que le débat démocratique continue à vivre, il faudrait que chaque année il y ait un rapport au moment de la discussion budgétaire des parlements sur voilà, on a fait de l'échange automatique d'informations fiscales, on a fait de l'échange de rulings, on a récupéré tant d'informations, ça X% viennent de tel pays, X% viennent de tel pays, ça nous a permis de mobiliser, de retrouver tant de milliards d'actifs. Il faudrait vraiment qu'il y ait à chaque fois un débat parlementaire national pour faire vivre le sujet, parce que c'est un sujet politique et démocratique important, et pourquoi pas l'intégrer aussi au niveau européen. Vous savez qu'il y a une procédure entre le printemps et l'été qui s'appelle le semestre européen, qui consiste pour les pays européens à définir leur politique budgétaire pour l'année qui va venir, donc à soumettre à l'Union européenne, qui fait à la Commission, qui fait ses recommandations, puis on fait un projet de budget final, etc. Moi je pense que dans les critères que devrait regarder la Commission, c'est quel effort avez-vous fait budgétairement pour récupérer de la base fiscale et des impôts, des recettes fiscales qui vous échappaient jusqu'à présent, parce qu'encore une fois, le niveau d'imposition, c'est le résultat d'un débat démocratique dans chacun des pays, et le fait d'échapper à cette imposition pose un vrai débat démocratique. Et puis enfin, protéger, ou presque enfin, protéger les lanceurs d'alerte. Il y a de plus en plus de... On ne peut rien y faire. Il y a de plus en plus de gens qui, lorsqu'ils sont confrontés à ce type de pratiques, décident de ne plus les accepter. Donc ça, il n'y a pas besoin d'encourager ou de faire. Il se trouve que l'évolution de la société est celle-là. Il y a de plus en plus de gens qui veulent être des lanceurs d'alerte. Il faut qu'ils puissent être protégés. Est-ce qu'il faut les rémunérer ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, ils doivent pouvoir recevoir à minima une assistance juridique pour pouvoir faire ce travail qu'ils se sentent obligés de faire éthiquement à titre personnel. Pascal Saint-Amand nous a dit au moment de la présentation de BEPS que c'était un changement de paradigme. Les ONG françaises nous ont dit c'est rien du tout, il ne se passe rien, c'est un rideau de fumée. Je serai vraiment entre les deux. Je crois que oui, c'est la première fois depuis un siècle qu'on essaye de redéfinir les conditions d'une imposition dans une économie mondialisée. Donc oui, c'est vraiment un changement important. BEPS met un pied dans la porte d'un potentiel changement de règles et de comportement extrêmement important. Pour autant, j'ai essayé de le souligner,
il reste des points qui sont loin d'être satisfaisants. Même pour les points satisfaisants, il va falloir attendre la façon dont ils sont mis en œuvre pour pouvoir mesurer leur efficacité. D'autant plus que, je vais terminer là-dessus, les gens qui sont quand même un peu bousculés ne veulent pas tous se laisser faire. Vous savez, BEPS, c'est 15 points. 15 points différents. Comment a fonctionné l'OCDE? L'OCDE a réfléchi avec des fonctionnaires, etc. Puis ils ont dit, tiens, voilà, sur ce sujet-là, on voudrait faire ça. Et là, tout le monde pouvait s'en saisir, les universitaires, les journalistes, et c'est plutôt les grandes entreprises et les grands cabinets, ces professionnels du droit et du chiffre qui s'en sont saisis pour répondre et nourrir la réflexion de l'OCDE. Je me suis amusé à faire un petit calcul sur quel était le thème sur lequel les gens qui pouvaient répondre sont le plus intervenus et qui est le plus intervenu. Eh bien, 90% des remarques sont venues des grandes entreprises, des professionnels du droit et du chiffre et des groupes d'entreprises, et 40% portaient sur ce fameux sujet qu'on appelle les prix de transfert. Vous savez, les prix de transfert, c'est les prix auxquels les différentes filiales d'une même multinationale se vendent et s'achètent différents produits. La manipulation des prix de transfert, c'est quand vous fixez le prix de telle sorte que ce soit la filiale située dans un paradis fiscal qui, comme par hasard, achète très peu cher et revend très cher, ce qui permet bien sûr de localiser les profits là, dans le territoire qui est le moins taxé. Il y avait des études qui avaient été faites par deux économistes qui avaient réussi à avoir accès, grâce au Sénat américain, à des données très très pointues sur beaucoup de produits très particuliers. Par exemple, vous aperceviez que un seau en plastique qui partait de Tchéquie, qui passait par un paradis fiscal et qui arrivait aux États-Unis, arrivait au prix de $40 le seau en plastique, ce qui est vraiment absolument extraordinaire pour quand même un machin en plastique avec une anse. Vous aviez des gants qui arrivaient au kilo de Chine à 10 ou 12 dollars le kilo de gants. À l'inverse, vous aviez des missiles sol-air qui partaient des États-Unis vers Israël à 50 cents. Donc on comprend pourquoi le terrorisme se développe aussi rapidement. À ce prix-là, ce serait dommage de se priver. Et ça, c'est facile à voir. Vous voyez votre réaction, c'est très facile de voir que les prix ne sont pas les bons. Donc pour le fisc, c'est aussi facile que pour nous de dire non, là il y a quelque chose qui ne va pas. Par contre, les prix de transfert sur la propriété intellectuelle, ce dont on parlait tout à l'heure par exemple sur Google établit aux Bermudes une filiale qui vend le droit d'utilisation de la marque Google. Il n'y a pas de marché mondial du prix de la marque Google. Donc c'est vraiment pas facile de savoir quel est le bon prix. Donc ça veut dire qu'on rentre dans des négociations entre les grands contribuables et le fisc. Donc il faut faire attention au fait que ce n'est pas toujours facile de pouvoir agir lorsqu'on est une administration fiscale de ce point de vue, et que les grands acteurs, qu'ils soient multinationaux ou particuliers, essaieront toujours d'aller un petit peu plus loin en disant c'est pas grave, à la fin on négociera avec l'administration fiscale. Il y a une autre action qui est réalisée aussi, notamment de la part de Google, Amazon, Facebook, Twitter, etc. Ils sont très mobilisés auprès du Sénat américain, et leur grand espoir, c'est que bien sûr ce soit un candidat républicain qui gagne les prochaines présidentielles, et que non seulement les démocrates perdent la présidentielle, mais qu'à l'occasion des élections de midterm qui vont renouveler le Congrès, il y a une majorité encore plus grande des républicains. Vous avez déjà des propositions de loi républicaines qui visent à dire que les États-Unis doivent s'affranchir de BEPS et de ne pas le mettre en œuvre. Pour l'instant, ils n'ont pas la majorité. Pour l'instant, c'est du domaine administratif. Donc le fisc américain peut décider de mettre en place BEPS sans à ce que ça passe par le Congrès américain. Mais sait-on jamais, si demain on a un pouvoir républicain complet aux États-Unis, peut-être que certains sénateurs parlementaires décideront de proposer un projet de loi qui pourra contourner ce que veut faire l'administration. Donc attention, le rapport de force politique qui est en train de se jouer aux États-Unis aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle un pays hégémonique. C'est le fait que les rapports de force politique internes à l'objectif interne vont avoir des répercussions extrêmement fortes sur ce qui se passe sur le reste du monde. Certaines sociétés vont essayer de rebâtir de l'opacité. C'est un travail qu'avait fait The Economist. En 2009, The Economist avait trouvé 100 filiales de Google dans les paradis fiscaux. En 2014, 2. Alors soit vraiment Google a décidé de ne plus utiliser les paradis fiscaux, soit que cette société et d'autres, ça c'est le travail de The Economist qui pointait celle-là, mais il y en a bien d'autres, essaient de rebâtir de l'opacité par d'autres moyens.
Du côté des États, on voit bien qu'avec BEPS, il y a une volonté de coopération, de s'entendre au niveau international, mais il y a aussi une volonté de concurrence. Ce que je vous disais tout à l'heure sur qui va récupérer la base fiscale, et mettons que BEPS soit efficace, qui va récupérer cette base. Là, il y a vraiment des batailles entre les différents pays. Donc il y a aussi les États qui ne sont pas toujours clairs de ce point de vue, partagés entre coopération et concurrence. Et puis, juste pour conclusion, si vraiment tous les chiffres que je vous ai donnés sur la fausse géographie des investissements directs, la fausse géographie de la circulation des capitaux internationaux liés à ces pratiques d'optimisation fiscale agressive des particuliers et des multinationales, ça veut dire qu'une partie de la mondialisation financière, moi les calculs que j'ai fait avec Ronin Palan, un chercheur britannique, et puis les calculs de l'ACNUSED, tout le monde, les calculs de l'OCDE, tout le monde converge à peu près pour dire qu'en gros il y a 30% de la mondialisation financière qui est artificielle. Il y a 30% de flux de capitaux qui sont enregistrés dans les documents comptables, les balances des paiements, le document comptable qui enregistre les mouvements de capitaux entre un pays et le reste du monde, et que en gros 30% sont artificiels, sont simplement liés à des pratiques un petit peu douteuses et bizarres. A fortiori, ça veut dire que 30% de la mondialisation financière qu'on constate aujourd'hui est fausse, est artificielle. Et donc tout bêtement, si vraiment avec BEPS et les autres actions de l'OCDE, on arrive à remettre en cause les pratiques fiscales douteuses, alors ça veut dire que de fait, admettons qu'on arrive jusqu'au bout, eh bien, la mondialisation financière va diminuer de 30%. La lutte contre les paradis fiscaux en ce sens, mais ce n'est pas un projet politique, c'est juste une constatation toute bête, arithmétique et statistique. Si on remettait en cause ce genre de comportement, alors on verrait que la mondialisation financière n'est pas aussi développée qu'on le croit, qu'elle ne pèse pas autant sur les politiques économiques qu'on veut bien dire aujourd'hui. C'est ça aussi l'un des enjeux de la lutte contre les paradis fiscaux. Et si vous n'en avez pas encore marre, vous pourrez toujours aller regarder ce qu'il y a dans mes bouquins. Merci. Maintenant, à vous de jouer. Qui ose poser la première question? C'est toujours la plus dure, la première. La première, c'est toujours la plus dure, et puis les conférences de questions chavagneux sont toujours très assommantes. Ça, ah, merci. c'est pour ça qu'on est vite. Alors, qui veut? Alors. Oui, bonjour, bonsoir. Je suis syndicaliste au plan européen. L'UFE, c'est l'Union du personnel des finances, donc les impôts et les douanes. Ma question est la suivante. Je suis un peu étonné que vous n'avez pas évoqué l'action de la Commission européenne, non plus celle du commissaire des impôts, donc en l'occurrence encore un Français, M. Moscovici, et aussi, par exemple, le Parlement européen qui était les derniers mois et la dernière année très actif au plan en ce qui concerne le domaine fiscal. Je veux rappeler que la Commission européenne, les consultations publiques qui ont été organisées, notamment sur BEPS en été 2015, et aussi sur la base commune consolidée, vous l'avez évoqué, AXIS, et ça s'est terminé au mois de décembre. Donc, quel est votre avis du point de vue européen? Vous avez parlé du G20, de l'OCDE, mais pas de l'Europe. Quel est votre avis sur l'Europe? Merci. Les 3 fois précédentes où je suis venu parler des paradis fiscaux au Luxembourg, la première question, j'en parlais avec Mike tout à l'heure, la première question c'était toujours est-ce que vous diriez, Monsieur Chavagneux, que le Luxembourg est un paradis fiscal? Je vois que vous ne posez plus la question, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de progrès dans ce pays. Donc au niveau européen, ça progresse, en tout cas au niveau national, dans beaucoup de pays, ça c'est déjà le premier point. Non, plus sérieusement, l'Union européenne s'inscrit complètement dans le cadre de BEPS. Donc aujourd'hui, en matière de lutte contre les paradis fiscaux, on est sur un arbitrage politique, comme vous l'avez très bien dit, entre la Commission, le Conseil et le Parlement sur comment est-ce qu'on transcrit les engagements qu'on a pris au niveau du G20, on a pris au niveau de l'OCDE, au niveau européen.
pas trahir de secret en disant que Pierre Moscovici comme commissaire à la fiscalité me convainc pas beaucoup. Lorsqu'on est en interview avec lui, il vous dit toujours qu'à titre personnel, il est toujours prêt, il veut aller très loin à titre personnel. Vous comprenez, la commission, il y a des rapports de force, moi je voudrais, mais les autres ils veulent pas de ça. Bon, je l'ai pas trouvé très convaincant au moment où il était ministre des Finances français pour vraiment réguler les banques françaises au moment de la loi dite de séparation bancaire et plus généralement de régulation. Là, je le trouve pas vraiment très combatif au niveau européen pour transcrire ce qu'on fait au niveau BEPS. On va voir demain, il va venir avec 2 premières propositions de directives demain, de vraiment transcription de ce qui se passe au niveau de BEPS. Encore une fois, à titre personnel, il dit qu'il est prêt à ce que la comptabilité pays par pays soit rendue publique, mais comme les autres commissaires européens ne veulent pas, diplomatiquement, il ne peut pas aller plus loin. Donc on va avoir, je pense, une proposition qui va consister à dire qu'il ne faut pas donner publiquement la comptabilité pays par pays. Une des choses de demain aussi, ça va être de dire, vous savez, certaines multinationales utilisent des filiales situées par exemple au Luxembourg qui font des prêts à une filiale française et lorsque vous avez un prêt, vous devez payer des intérêts sur le prêt que vous recevez et donc le fait d'avoir une filiale avec très peu de capital mais qui va avec beaucoup d'emprunts l'oblige à rembourser beaucoup et bizarrement toujours à rembourser dans la filiale qui est située dans le paradis fiscal. En fait, c'est une façon de transférer de l'argent du pays où ça devrait être taxé vers un autre pays. Demain, il va y avoir des propositions qui vont être faites en ce sens par Pierre Moscovici en disant vous ne pouvez pas déduire plus de X% de vos profits, mais malheureusement, on verra les informations que j'ai eues et que ce X% va pas être très contraignant pour les multinationales et que donc oui, il va dire, vous voyez, j'ai fait quelque chose, mais que concrètement, ce quelque chose ne va pas être très efficace. Je suis plus sensible à ce que fait effectivement une bonne partie du Parlement européen. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de députés. D'ailleurs, ça a été la bonne surprise, aussi bien au niveau européen qu'au niveau français, des gens qui ont découvert un petit peu le problème, qui ont découvert sa technicité et qui se sont dit c'est pas grave, c'est un vrai enjeu démocratique, on se plonge dedans, on y va. Moi j'étais surpris aujourd'hui, je pourrais vous citer le nom d'une douzaine de parlementaires français, d'une bonne vingtaine ou d'une bonne trentaine de parlementaires européens qui ont décidé de rentrer vraiment dans le cœur du sujet et qui travaillent bien. Donc il se passe des choses, il y a des vrais débats politique au niveau du Parlement. Il y a plus d'hésitation, je pense, du côté de la Commission. Aujourd'hui, le commissaire européen qui avance le plus, c'est quand même le commissaire européen à la concurrence, Margrethe Vestager, qui a dit au Luxembourg avec Amazon, qui a dit aux Pays-Bas, qui attend les résultats des élections irlandaises pour ne pas s'immiscer dans le débat des élections irlandaises, mais dès qu'on aura le gouvernement irlandais, fin février, début mars, je pense qu'elle va venir tirer les oreilles de l'Irlande et d'Apple en disant ce que vous avez fait. Par exemple, vous, luxembourgeois, en signant un accord fiscal avec le Luxembourg, avec Amazon, qui permet à cette société d'être taxée en gros entre 1 et 2%, vous avez donné un avantage à un libraire que vous n'avez pas donné aux autres libraires. Comme vous, Irlandais, vous avez donné un avantage à cette société que vous n'avez pas donné aux autres moteurs de recherche. Donc, c'est une aide d'État déguisée. Donc, vous ne respectez pas les traités européens, puisque les traités européens, je vous le rappelle, posent le principe de la concurrence libre et non faussée. C'est une concurrence faussée. Donc, ce que vous faites est illégal. Et ça change vraiment. C'est un game changer. C'est vraiment quelque chose de vraiment important, puisque l'une des remarques qui sont faites généralement par les grandes multinationales, c'est de dire vous n'êtes peut-être pas content de ce que je fais, mais je ne fais rien d'illégal. Et bien, si la Commission européenne nous dit ce genre d'activité est illégal au regard des traités européens. Donc, ça, c'est vraiment aujourd'hui Margrethe Vestager, je pense qu'au niveau de la Commission, est plus celle qui contribue à changer les règles du jeu de la fiscalité en Europe, plus que le commissaire à la fiscalité. Maintenant, je ne suis pas naïf, il n'y aura jamais d'harmonisation fiscale en Europe. Peut-être que la base fiscale consolidée dont on a parlé tout à l'heure serait une possible réponse, c'est-à-dire que vous utilisez tous les trucs que vous voulez pour passer vos profits de la France à l'Irlande ou de la France au Luxembourg. C'est pas grave, on va additionner tous les profits que vous faites partout dans l'ensemble des pays européens. Puis on va définir, et ce sera ça l'enjeu de la négociation, on va définir une clé de répartition de ces profits dans chacun des pays et qui correspondent
plus à l'activité réelle que vous avez dans ces pays. Est-ce que la clé de répartition doit s'appuyer sur le nombre de personnes que vous employez, chiffre d'affaires, le nombre d'usines que vous avez? Enfin bon, ça, il faut négocier les critères. À chaque pays, ensuite, si la France veut taxer ça à 33%, qu'elle taxe à 33%. Si l'Irlande veut le taxer à 12,5%, qu'elle taxe à 12,5%, etc. Chacun peut garder son taux, donc pas d'harmonisation fiscale, mais une répartition des profits qui correspondent plus à l'activité réelle. C'est une voie possible. Le commissaire européen Pierre Moscovici propose d'aller dans cette voie, mais alors avec des chemins complètement détournés. Au début, on additionnerait, mais sans vraiment consolider. Voilà, ça devient une usine à gaz complètement incompréhensible qui permet... Enfin, là, pour le coup, c'est vrai que lui avancerait bien, et je pense qu'une bonne partie de la Commission avancerait bien, une bonne partie du Conseil avancerait bien sur ce sujet, mais beaucoup de pays bloquent de ce point de vue-là. Donc, il n'a pas d'accord politique. En fait, c'est pour ça que ça tourne comme ça autour du pot et que ça avance pas, c'est qu'il n'y a pas d'accord politique européen et que malheureusement l'Union européenne reste aujourd'hui l'une des zones du monde, si ce n'est la zone du monde où la concurrence fiscale est le plus développée. Voilà. Bonsoir. Je me suis déplacé parce que le mot tax justice m'a intrigué et me tient à cœur. Et j'aimerais bien poser une question depuis cet angle-là. Si on vous écoute, il y a bon nombre de gens qui comprennent très bien ce qui ne va pas, ce qui marche, autrement que tout le monde ici le souhaiterait. Donc la justice en matière de taxes n'existe pas, hein, si je vous ai bien compris. J'ai un peu l'impression aussi, puisque vous avez cité un mot qui m'a le plus dérangé ou inquiété plutôt, parmi ceux qui pourraient faire bouger les choses, c'est 40% de spécialistes dans les boîtes, dans les entreprises qui devraient contribuer à clarifier le dossier. Vous les avez qualifiés de non... Allez, vous avez introduit le mot de la moralité, l'éthique. Donc l'éthique n'a rien à voir avec la finance, comme avec le droit d'ailleurs aussi, ça j'ai appris récemment. Est-ce qu'on ne vit pas dans un monde féodal où la féodalité elle vient du capital qui nous gouverne et tous les gouvernements avec leurs spécialistes, parce que dans tous les ministères, je suppose, et à Bruxelles aussi, il y a des gens comme vous qui ont vraiment l'œil là-dessus et qui comprennent bien les interférences, mais personne ne bouge parce qu'il y a cette absence de moralité et peut-être qu'il y a la corruption à gauche et à droite qui freine toutes les tendances et tous les efforts qui nous mèneraient vers un peu de plus, un peu davantage de justice dans tout ce monde que très peu d'entre nous ont la chance de percevoir chaque jour et de comprendre finalement. Donc, est-ce que les gouvernements, à votre avis, ont les moyens et surtout la volonté d'aller vers la justice? C'est ça qui me préoccupe. Alors, il y a plusieurs points dans votre question. Les paradis fiscaux, oui, contribuent à nourrir l'injustice fiscale, ça c'est clair, puisque ce sont les plus puissants des multinationales et les plus puissants des particuliers qui les utilisent, parce que ça coûte cher en fait d'utiliser les paradis fiscaux lorsque vous êtes un salarié de base. Déjà, vous êtes généralement prélevé sur votre salaire directement, mais même avec nos salaires, je dirais, de salariés normaux, les paradis fiscaux, on les intéresse vraiment pas beaucoup. Rien ne bouge, non. Je crois que pour la première fois, encore une fois, depuis un siècle, il y a un début de tentative de changer les règles du jeu. Maintenant, l'OCDE a posé des choses sur la table. Il va falloir surveiller que c'est mis en œuvre. Une fois que c'est mis en œuvre, il va falloir surveiller que c'est efficace. Ce qui me rassure un peu, c'est que contrairement à ce que l'OCDE avait fait au début des années 2000, par exemple, en disant allez, si vous vous engagez à être plus vertueux, ça suffit. Tous les pays se sont engagés à être plus vertueux et ça a suffi. On en a vu, ça a suffi à rien du tout. Là, pour le coup, on a dit en 2020, on remet tout sur la table en 2020. Et on regarde ce qui s'est passé.
Et ce qui me rend un peu optimiste, c'est d'une part, donc, il y a enfin cette fenêtre d'opportunité politique qui est ouverte pour tenter de changer les règles du jeu, et qu'aujourd'hui, la société civile, les ONG, dont le niveau de technicité a remarquablement augmenté. Moi, le premier papier que j'ai fait sur les paradis fiscaux, c'était en 1999. Un gros dossier pour dire, oui, ils posent des problèmes fiscaux, mais ils sont devenus des vraies autoroutes de la finance internationale, et c'est ça qui pose problème. Au début, quand j'expliquais ça avec mon confrère Ronin Palan, universitaire, les gens me regardaient avec des grands yeux. Aujourd'hui, le niveau de technicité des ONG est absolument remarquable. Sur le projet BEPS, j'ai dit que les multinationales, etc., avaient beaucoup contribué et commenté. Vous avez aussi, si vous lisez l'anglais facilement, un BEPS Monitoring Group. Et ça, ce sont des gens d'ONG, des fiscalistes, des avocats, des représentants de la société civile qui se sont associés à chaque fois qu'il y a une proposition BEPS. Ils ont dit, ben voilà le commentaire du BEPS Monitoring Group. Quand l'OCDE, en octobre dernier, a fait toutes ces 15 propositions, on dit, ben voilà notre commentaire. Le niveau de technicité de ces spécialistes d'ONG est remarquable. Il n'a rien à envier aux techniciens qui travaillent dans les gouvernements, qui travaillent pour les grandes entreprises privées ou pour les particuliers. Donc, il y a une mobilisation, il y a une fenêtre d'ouverture politique pour les États, il y a une mobilisation très forte de la société civile et des ONG avec un bon niveau technique, il y a une mobilisation des journalistes, parce que bien évidemment, quand l'OCDE nous dit on a vraiment changé les règles du jeu, eh bien nous journalistes, la première petite histoire de personnes riches qui échappent à l'impôt, la première petite histoire de multinationale qui a réussi à échapper à l'impôt, on va venir le mettre devant les yeux de l'OCDE en disant vous voyez bien que votre truc, il y a plein de trous dans la raquette. Donc il y a une mobilisation des journalistes d'investigation, des ONG, de la société civile, des États. Je pense qu'on est dans une fenêtre d'opportunité politique qui est plutôt bonne. Combien de temps elle va durer, je ne sais pas, et c'est bien ce qu'il y a derrière ma proposition de faire discuter ça dans les parlements chaque année. C'est pour maintenir ouverte la pression politique, c'est pour maintenir ouverte le fait qu'il faut qu'il y ait un débat démocratique en permanence, qu'il y ait un regard citoyen permanent sur ce que font vraiment les États. Ils nous promettent des choses aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont mettre en œuvre concrètement, est-ce que ça va être efficace? C'est ça qu'il faut continuer à surveiller. Et puis vous avez aussi le développement de plus en plus important des lanceurs d'alerte. Je pense qu'entre tout ça, lanceurs d'alerte, société civile avec un bon niveau technique, journalistes d'investigation, État, Parlement, députés dont on parlait tout à l'heure, il y a une fenêtre d'opportunité politique qui est ouverte pour essayer de changer les règles du jeu. Je suis peut-être trop optimiste en disant que ça va déboucher sur quelque chose, mais aujourd'hui, on s'est tellement battu à beaucoup entre la fin, le milieu des années 90, au moment où ça intéressait personne, et 2015, il y a eu 20 ans de combat où on disait c'est un problème marginal, passe ton chemin. Aujourd'hui, non, c'est une des priorités du G20. Je voudrais que je ne suis pas sûr que cette fenêtre d'opportunité politique va se transformer en quelque chose d'efficace, mais au moins, elle était fermée, maintenant elle est ouverte. Je préfère être optimiste pour l'instant. Merci, Chris. Merci. La question que je me pose, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction fondamentale entre le dispositif BEPS, pardon, excusez-moi, entre le dispositif BEPS et le projet TAFTA ou TTIP en négociation aujourd'hui entre les États-Unis et l'Europe? Merci. A priori, la fiscalité ne fait pas partie des thèmes qui sont traités par TAFTA. Et moi, au premier jour d'annonce de TAFTA, alors je prends un pari devant vous, j'ai écrit le premier jour que TAFTA ne sera jamais signé, que ça n'irait jamais jusqu'au bout. Il faut se mobiliser avec raison, il faut surveiller bien sûr ce qui peut se passer à TAFTA, mais autant quand ces grandes réunions, ces grands-messes internationales consistaient à dire allez, je te baisse mes droits de douane sur les voitures, tu me baisses tes droits de douane sur le riz, ou je sais pas quoi. Ça, on pouvait toujours négocier. Aujourd'hui, je te baisse ma protection de santé publique contre tu me laisses faire rentrer mes films ou mes séries sans contrôle. Ça marche pas. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur des niveaux de négociation qui touchent aux préférences collectives, nationales, démocratiques exprimées dans chacun des pays et qu'il n'y a pas de compromis. Quand vous êtes un Américain et que vous dites pour mettre une voiture sur le marché, vous, constructeur automobile, vous mettez toutes les voitures que vous voulez sur le marché. Par contre, dès qu'il y a un défaut, je vous colle un procès et je vous oblige à ramener toutes les voitures et à indemniser les gens. Ça, c'est la version américaine. En Europe, on vous dit, vous voulez mettre une voiture sur le marché, voilà les 15 000 tests que vous devez passer et je vous donne votre mise d'autorisation sur le marché et vous allez la mettre sur le marché avec plus ou moins d'efficacité, mais c'est comme ça que ça marche. Quel compromis vous voulez trouver entre la réglementation américaine et la réglementation européenne?
C'est quoi le compromis? Il n'y a pas de compromis entre les deux. Il y a une culture juridique d'un côté, il y a une autre culture juridique de l'autre. Il n'y a pas de compromis possible. Alors peut-être que sur 2-3 détails, on va arriver à trouver des bouts de compromis. Moi, je pense que ça va être très dur, de trouver des compromis. 2, si on en trouve, vous savez que comme les sujets qui sont abordés sont des sujets de codécision, c'est-à-dire qui dépassent simplement le mandat de négociation commerciale de la Commission européenne, ça veut dire que les États sont en codécision. Ça veut dire que même si on arrive à signer, ce que je ne crois pas, même si on arrive à signer, il va falloir que l'ensemble des États européens signent, il va falloir que ce soit tamponné par tous les parlements européens. Vous en trouverez bien un ou deux qui vont refuser de mettre en œuvre TAFTA. Donc je pense que, et sur le plan du principe même de la négociation et sur le plan de la légitimité politique, les défenseurs de TAFTA sont en train de perdre beaucoup de temps parce que je pense qu'ils vont avoir du mal à arriver jusqu'au bout. Merci beaucoup. Encore 2 questions dans la salle, peut-être? Non. Merci. Ce qui m'étonne le plus dans toutes ces questions, c'est qu'il y a quelque temps, on avait blacklisté toute une série de pays et de pays désignés comme paradis fiscaux. Ils ont rempli quelques petites choses et tout d'un coup, comme le Luxembourg, ça sort de la liste et on est blanchi parce qu'on a fait je ne sais pas quoi. Or, moi je ne suis pas un grand spécialiste là de tout ça, mais vous démontrez très facilement que le Luxembourg est un paradis fiscal, un petit tas d'autres qui ont été blanchis. Comment cela est possible? Alors là, vous touchez un point extrêmement intéressant qui remet en cause ce qu'a fait la Commission européenne l'année dernière. Les politiques de liste ne fonctionnent pas. Les politiques de liste ne fonctionnent pas. J'étais très surpris de voir Pierre Moscovici l'année dernière quand il a dit bah voilà, l'Union européenne lance une nouvelle attaque contre les paradis fiscaux, voilà la liste de l'Union européenne. On sait bien que les enjeux politiques sont trop forts. Les pays veulent absolument sortir de la liste, donc on rentre dans une négociation politique. Il y a des États qui devraient être dedans qui n'y sont pas, et des États qui sont dedans qui ont déjà fait des efforts qui se disent ah bah c'est injuste, parce que le copain d'à côté, lui il est dans la liste mais il ne fait pas d'efforts, donc vous vous différenciez. Bref. Il y a trop d'enjeux et de batailles politiques pour que les politiques de liste fonctionnent. D'ailleurs, vous avez raison, la liste qui a établi le G20 en 2009, de pays blancs, c'est-à-dire tous ceux pour lesquels ça se passe bien, gris et noir, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, enfin il doit rester 2 ou 3 petits machins de rien du tout, pour lesquels doit passer 0,0001% de la finance mondiale. Donc les politiques de liste, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que l'OCDE est passé à autre chose. On n'est plus dans des politiques de liste, on pose sur la table des grands principes de fonctionnement. Tout ce qui est douteux, tout ce qui est, comme dit l'OCDE, concurrence fiscale dommageable, on n'en veut plus. On pose les principes et les outils sur la table qui permettent de dire on n'en veut plus, donc les nouvelles règles du jeu, ce sont celles-là, et on voit si ça fonctionne. Vous avez totalement raison. Ça ne sert à rien de s'appuyer sur les politiques de liste, c'est complètement inefficace, ça ne sert à rien. Il y avait une deuxième question ici. L'Europe souffre d'une pluralité de crises. Avant, il y a actuellement le terrorisme, l'immigration, mais il y a avant tout également toujours la crise sociale, le chômage. Dans des pays comme la France, l'Italie, mais surtout, et c'est catastrophique, dans des pays comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal. Ma question, c'est qui est en route ici sur les paradis fiscaux? Est-ce que là, il y a une perspective de trouver une réponse à ce problème social? Et subsidiairement, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un effort très important qui n'est toujours pas fait depuis la crise financière de 2008, à savoir qu'il nous faudrait une sérieuse et solide régulation financière? Si on voit toute la spéculation, tout ce qu'il y a sur les marchés financiers, l'orientation de plus en plus des grandes entreprises vers le secteur financier. Est-ce que là, il n'y a pas un problème fondamental qu'il faut également avoir le courage d'aborder si on veut, à terme, avoir une solution crédible aux problèmes d'emploi et aux problèmes sociaux? Merci.
Oui, bien sûr, je suis entièrement d'accord. Encore une fois, en France, on estime qu'il y a à peu près 15% des recettes fiscales qui s'en vont. Au niveau européen, la Commission a dit 1000 milliards à peu près de recettes fiscales qui sont perdues sur l'ensemble des pays européens. Quand vous faites les calculs, vous tombez toujours entre 12, 15, 16% de recettes fiscales perdues à peu près dans l'ensemble des pays. Ce qui veut dire que si une partie, ne serait-ce qu'une partie que ces recettes reviennent, vous avez moins besoin de politique d'austérité, donc moins d'effets sociaux, des politiques budgétaires néfastes qui sont suivies et qui sont devenues un peu trop le leitmotiv dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc oui, ça ne peut que contribuer à aller dans le bon sens. Mais oui, vous avez raison, le grand problème fondamental de ce point de vue-là, les paradis fiscaux ne sont que l'une des autoroutes, l'une des infrastructures de la finance internationale, et on ne pourra pas sortir de la crise sociale sans une vraie régulation financière internationale. Là, je peux revenir passer 3 quarts d'heure pour parler de régulation financière internationale, c'est un de mes dadas. De ce point de vue, je ne suis pas un chaud partisan de la séparation bancaire. Enfin, si ça se produit, ça ne me dérange pas, mais je ne pense pas que ce soit la vraie réponse, que ce soit la réponse la plus forte en matière de régulation financière. Pourquoi? Parce que vous savez, une banque, c'est un commerçant, hein, ça a des ressources. Et puis ça utilise ses ressources et ça essaye de payer les ressources moins chères que les crédits qu'elle fait. Donc vous gagnez sur la différence. Lorsqu'on propose la séparation bancaire, on dit les activités qu'ont les banques, pour partie, sont tellement risquées qu'elles peuvent remettre en cause la viabilité de la banque. Donc, séparons les activités entre celles qui sont risquées et celles qui ne sont pas risquées. Celles qui sont risquées, on va leur imposer beaucoup plus de contraintes pour diminuer les risques et donc que la banque fonctionne mieux. Pourquoi pas? Allons dans ce sens-là, ça ne me dérange pas, mais pour moi, la solution est très très loin d'être suffisante. La vraie régulation financière, c'est du côté des ressources des banques, non pas la façon dont elles emploient leurs ressources, mais du côté de leurs ressources des banques. Toutes les grandes crises financières historiques, et ça c'est ce livre-là, des tulipes au subprime. Tiens, d'ailleurs, on voit que la moitié du titre, en fait le titre, c'est parce qu'il est vert. Une brève histoire des crises financières, c'est le vrai titre du bouquin qui est à droite, des tulipes au subprime, donc des tulipes du XVIIe siècle jusqu'au subprime aujourd'hui, 21e siècle. Vous apercevez que les crises financières qui dérapent le plus, celles qui ont le plus de coûts économiques et sociaux, ce sont celles pour lesquelles les banques se financent trop par crédit et pas assez avec du capital apporté par les actionnaires des gens qui développent la banque. Et donc moi je pense que s'il n'y avait qu'une mesure de régulation financière importante, ce serait d'obliger les banques à détenir beaucoup de capital. Pourquoi? Parce que le jour où il y a une crise, quel que soit le niveau de risque pris par la banque, si la banque a beaucoup de capital, eh bien, ce sont les actionnaires de la banque qui perdent leur chemise avant que ce soit les États qui sont obligés d'intervenir pour sauver la banque parce que son capital est complètement mangé. C'est ce qui s'est passé avec Lehman Brothers, c'est ce qu'on a cru qui allait se passer après la chute de Lehman Brothers, c'est que les risques pris par les banques étaient tellement forts que tout l'argent qui était perdu dépassait le montant du capital. Le capital, c'est le matelas qui permet d'éponger les crises et les pertes quand vous avez. Si le matelas est tout petit et le matelas était devenu tout petit, alors les pertes, elles n'ont pas besoin d'être très importantes pour manger tout le capital, faire s'écrouler la banque, et comme on ne veut pas que les banques s'écroulent, eh ben les États arrivent à la rescousse. Si les banques ont beaucoup de capital, ça veut dire qu'elles ont un gros matelas, alors si on peut avoir une régulation qui les empêche de prendre des risques, c'est très bien, mais même si elles prennent des risques, alors les pertes qui sont liées à ces risques sont épongées par les banques et par les actionnaires, et ça on s'aperçoit qu'on traverse beaucoup plus facilement ces crises financières quand les banques ont beaucoup de matelas. On s'aperçoit que les banques qui ont le plus de capital, qui ont le plus gros matelas, sont celles qui continuent à faire crédit, sont celles qui reprennent le crédit le plus vite, etc., etc. Donc la vraie régulation financière, pour employer un terme comptable et technique, la vraie régulation financière pour moi est une régulation par l'actif, par les ressources des banques, plutôt qu'une régulation par le passif, plutôt que par l'utilisation des ressources des banques. Mais bon, ça nous emmènerait un peu loin. Encore deux questions. Maintenant, il y a plus de... je vois pas. Bon, on continue encore un petit peu. Je vois là encore 5 questions. Je ne sais pas si on arrive à tous. Moi, je repars que demain matin, je peux rester. Mon nom est Paul Ténin, je suis membre de la REG. J'ai une question au sujet de l'actif. Aujourd'hui, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est encore actif? Si on prend en considération le système électronique d'information, les super
ordinateurs, les data centers, les réseaux informatiques super rapides et puissants, où on peut faire des transactions aujourd'hui en 1 millième de seconde et où on ne sait plus exactement qui appartient à qui, comment, à quand. Hein. Donc avoir une photo réelle d'une situation, on crée de l'argent virtuel, hein, où on achète, où on vend, où on dépaisse des entreprises entières. Hein. Je me pose la question si un jour on sera peut-être plus capable de contrôler quoi que ce soit. Il faudrait peut-être réguler aussi l'aspect technique, informatique, l'outil. C'était un peu aussi le problème avec Lehman Brothers, hein, c'était un peu. Il pariait, il créait de l'argent ou des images qui n'existaient pas. Et avec ça, il vendait ou achetait. Alors, les dés sont occupés. D'accord, je prends deux questions à la fois. Bon, ma question va peut-être vous surprendre, mais pourquoi est-ce qu'on n'interdirait pas les bourses et la spéculation tout simplement? Alors le trading haute fréquence, vraiment, c'est quelque chose qui ne sert à rien, qui n'a aucune utilité économique, aucune utilité sociale. Donc moi, je suis tout à fait partisan de supprimer ça. Les grandes banques vous disent alors c'est très difficile, hein. Les estimations officieuses qu'on a, c'est que pour les grandes banques françaises, c'est quand même un marché autour d'1 milliard d'euros par an. Donc on comprend qu'elles se font beaucoup de commissions. Mais vous avez raison, l'utilité économique, financière et sociale de ce genre d'activité est complètement nulle. Donc moi, je serais... Il y a des petites choses techniques faciles à faire pour le supprimer. Là, c'est vraiment une question de volonté politique. Alors, tant que les banques avaient des difficultés après Lehman Brothers, après la crise de la zone euro, on ne voulait pas trop les embêter. Mais vous avez tout à fait raison, ce serait le moment de revenir à la charge en disant honnêtement, ça ne vous sert à rien. Donc, essayons d'avoir aussi un accord pour supprimer, ce genre de pratique financière qui sert qui n'a absolument aucune utilité. Sur quand même, ça ne veut pas dire le fait qu'il y ait beaucoup de transactions électroniques ne veut pas dire qu'aujourd'hui on ne soit pas capable de mesurer le poids financier d'une grande entreprise ou d'une grande banque. On peut savoir si la Deutsche Bank, la Société Générale, la Lloyds, etc., combien elle pèse et combien pèse son capital par rapport à ses activités. Ça, on peut quand même le mesurer. Avec plus ou moins de fiabilité, mais on peut le mesurer. Et de ce point de vue-là, on peut avoir une réglementation financière qui passe par le montant de capital que détiennent chaque banque. Si on veut qu'il n'y ait plus de spéculation, il n'y a qu'à supprimer la spéculation. Bon, le problème, c'est que c'est vrai que supprimons les bourses, puisqu'il y a de la spéculation sur les bourses. Le problème, c'est que les bourses, ça sert quand même aussi encore un peu à quelque chose. Alors à quoi? Par exemple, ce que je disais tout à l'heure, si moi je veux monter ma société, je peux toujours passer un chapeau, vous demandez chacun 10 €. Vous me faites confiance, j'ai plutôt une tête sympathique, je parle bien, vous me donnez un peu de sous, mais je ne vais pas aller très loin avec ça. Si je veux vraiment développer une grande entreprise, parce que j'ai une super idée, il faut que je puisse faire appel à l'épargne publique, à des gens qui ne m'ont jamais rencontré, qui ne me connaissent pas, pour qui je vais dire j'ai un vrai projet. Et ça, quand vous avez besoin de grands capitaux internationaux pour développer une vraie idée, par exemple, développer un vaccin mondial contre le paludisme, d'accord, vous avez découvert, et ça c'est quelque chose d'intéressant. Et je veux pouvoir monter ma société parce que j'ai parié, j'ai donné des sous pour un chercheur qui me dit j'ai trouvé le vaccin qui va guérir le palu partout dans le monde, pour le développer, pour le fabriquer partout dans le monde et pour le vendre à un prix correct, j'ai besoin de faire appel à l'épargne publique, à des gens qui ne me connaissent pas, je vais m'introduire en bourse, je vais me permettre de faire appel à l'épargne publique. Après que les actions de ma société fassent l'objet de spéculation, je peux essayer d'avoir, puisqu'une partie effectivement des échanges d'actions maintenant passent par les traders haute fréquence dont a parlé monsieur, alors il faut que je régule les traders haute fréquence, donc il faut que je régule les dérapages. Mais le principe même d'avoir des bourses qui permettent de faire appel à l'épargne publique, d'avoir des banques qui peuvent prêter beaucoup d'argent, la finance en elle-même, elle nous est utile. C'est ça le problème, c'est que la finance, les banquiers, les marchés financiers, c'est utile pour développer une économie. Le problème, c'est que quand on les laisse faire trop ce qu'ils veulent, qu'on
libéralisent trop, tendance à partir toujours du mauvais côté et ensuite à nous faire payer le coût de leur dérapage. Donc le principe même d'avoir des banques et des grosses banques ne me dérange pas, le principe d'avoir des marchés financiers et des bourses en particulier ne me dérange pas. Ce qu'il faut faire attention, c'est arriver à bien maîtriser, éviter les dérapages. Merci beaucoup. Je pense que, et je partage votre avis, que ça commence à bouger. On le voit aussi à Luxembourg. Je pense que vous avez bien décrit le premier mouvement au niveau des clients particuliers. La clientèle traditionnelle, les dentistes belges, les bouchers français, les propriétaires de PME allemands, etc., en anticipant l'échange automatique, sont partis, pour la plus grande partie. Ensuite, au niveau du BEPS, je pense que maintenant les autorités commencent à demander aux holdings financières il y a des interférences non négligeables. Les autorités commencent au niveau du BEPS à demander aux holdings financières installées ici à essayer de créer de la substance autour. Tout à fait. D'autres activités à part pour essayer de créer de la valeur ajoutée locale. Je pense aussi le nombre de rulings financiers a fortement diminué depuis LuxLeaks. Ah oui? Il y a des statistiques là-dessus? Non, mais ce sont des informations qu'on peut avoir. D'accord. Vous savez, à Luxembourg, tout le monde connaît tout le monde, donc c'est facile. Donc je pense que ça bouge et je partage avec vous, mais il y a quand même des inquiétudes en réponse à cela. On va vers une réforme fiscale, même si elle ne sera peut-être pas très importante, où il y a des rumeurs qui commencent à nous dire que les taux d'imposition des bénéfices des entreprises vont diminuer fortement. Et je me demande si là, et je pense que ce ne sont pas seulement des réflexions luxembourgeoises, mais si on s'engage sur cette voie en réponse à ces évolutions internationales, est-ce qu'on ne commence pas un nouveau race to the bottom, une nouvelle course pour des taux d'imposition plus bas entamés il y a quelques années par l'Irlande? Donc il y a des risques, à mon avis, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Puis un autre élément peut-être encore, vous avez parlé de la régulation des banques. Mais je pense que, et on l'a bien vu à la suite de la crise financière internationale, est-ce qu'en dehors des banques, il y a quand même toutes sortes d'acteurs qui ne sont pas du tout régulés? Donc on a essayé de réguler les banques et donc de renforcer un tout petit peu la régulation des banques, mais tous les acteurs en dehors, et d'après ce qu'on voit, il y a quand même une tendance de mouvements de financement en dehors des banques qui ne sont pas régulés ou peu régulés. Et qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce domaine-là? Merci. Deux questions importantes. La première, je crois que vous avez raison, il y a un risque d'accroissement de la concurrence fiscale par le Luxembourg, par l'Irlande, par le Royaume-Uni. Le fait de lutter contre les produits d'opacité fiscale risque de forcer les États, pas de forcer, mais de les inciter, d'inciter les États à développer des nouveaux produits de concurrence fiscale. Si demain le patent box introduit par l'Irlande l'année dernière, par exemple, qui n'existait pas, consiste à diminuer de 5-6 points la fiscalité sur les droits de la propriété intellectuelle, sur les brevets, etc. Donc oui, il y a ce risque de concurrence, et comme vous l'avez dit, pas seulement au Luxembourg. Néanmoins, quand aujourd'hui on nous dit qu'Apple paye 2% de taux de fiscalité en Irlande, lorsque nous dit que les entreprises qui ont été prises la main dans le sac du LuxLeaks bénéficiaient de taux d'imposition d'entre 1 et 2%, déjà de passer de 2 à 15 ou de 2 à 12,5, ce sera déjà un bel effort. Et puis lorsque la concurrence fiscale, si des fois on avait un développement de la concurrence fiscale, eh bien à ce moment-là, le projet d'Assis dont on parlait tout à l'heure, de base fiscale consolidée, doit permettre de réallouer ensuite les profits de manière un peu plus adéquate par rapport à l'activité réelle, si tant est que cette concurrence fiscale incite de nouveau
taux à transférer de manière artificielle la base fiscale. Mais là, on voit bien que simplement bénéficier, une grande entreprise française, honnêtement, je crois, n'a pas un intérêt extrêmement fort à partir de France pour aller en Irlande pour bénéficier d'un taux de 12,5 par rapport à 33, parce que déjà une grande multinationale française, elle ne paye pas ni 33 ni 12,5, elle paye plutôt 8, nous dit l'Assemblée nationale française, et quand vous retirez les entreprises publiques, on est plutôt à 4. Donc le taux d'imposition réel des entreprises aujourd'hui, il n'est pas du tout le taux nominal affiché. Donc qu'il y ait de la concurrence sur les taux nominaux affichés, bon, on verra dans quelle mesure. Je ne pense pas que ce soit les déterminants principaux des flux de capitaux internationaux, mais vous avez raison, en tout cas ce risque et cette tentation existe de remplacer la course à l'opacité et la concurrence fiscale dommageable par de la course à la concurrence fiscale tout court. Et votre deuxième question sur la partie non régulée, en fait on s'aperçoit que le shadow banking, la partie non régulée, elle pose d'autant plus de problèmes qu'en fait une bonne partie de ces établissements financiers sont liés aux banques. Et donc, les hedge funds par exemple, c'est vrai que les hedge funds, les fonds spéculatifs, ça peut poser un gros problème, surtout dans les pays où ils prennent une place disproportionnée. Luxembourg par exemple au hasard, mais généralement les hedge funds, ça prend pas, le dérapage d'un hedge fund ne pose pas autant de risques systémiques que le dérapage d'une grande banque. Donc moi mon problème c'est dans quelle mesure ces acteurs non réguliers sont liés au secteur bancaire ou pas. S'ils ne sont pas liés au secteur bancaire, je pense que la potentialité de risque systémique n'est pas trop forte. S'ils sont liés au secteur bancaire, alors il faut une régulation de coupe-circuit qui permette de casser le lien entre le secteur bancaire et le secteur non bancaire, financier ou financier non régulé, parce qu'on sait bien que toutes les grandes crises financières de l'histoire, j'en ai regardé 5-6 vraiment très grandes, à chaque fois, celles qui nous posent le plus de problèmes, c'est celles qui mettent en cause le crédit bancaire. Toute bulle spéculative commence toujours par une bulle de crédit. Et quand la bulle de spéculation explose, la bulle financière explose, alors les banques sont touchées. Alors si les banques sont touchées, l'économie réelle peut être généralement touchée. Et donc, il faut absolument casser le lien entre le système bancaire régulé et la partie du système financier qui n'est pas régulée. Mais tant que c'est du système financier non régulé, qui n'est pas trop lié au système bancaire, il m'inquiète moins. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le surveiller, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en permanence essayer de comprendre quels sont les nouveaux liens qui sont tissés, parce que c'est un système financier évolue extrêmement vite. Ce qui n'est pas lié aujourd'hui peut être lié demain, donc ça demande une surveillance constante de ce système bancaire non régulé, de ce système financier non régulé, mais tant qu'il reste peu lié au système bancaire, il m'inquiète relativement moins. Je propose que toutes les autres questions, qui sont certainement très nombreuses, soient discutées au comptoir.